tu appréhendes déjà les vacances en famille de cet été, les repas. Tu sais, ce moment où ta mère ou ta belle-mère ou ta sœur te glisse une petite remarque sur l'éducation de tes enfants. À mon époque, on faisait autrement, mais tu le laisses vraiment faire ça, tu devrais être plus ferme, tu veux en faire un enfant roi. Toi, à l'intérieur, tu sens la colère monter, la culpabilité arriver, tu hésites entre te justifier, te taire, partir t'enfermer dans les toilettes pour souffler. Alors si cette scène te parle, reste bien pour cet épisode. Je vais te montrer comment traverser les vacances sans te sacrifier, sans entrer en guerre, mais sans t'écraser non plus. Tu vas découvrir des clés de communication non violente qui changent complètement la manière de vivre les désaccords. Tu vas comprendre pourquoi tu n'as pas à convaincre tout le monde et surtout apprendre à poser des limites avec calme en protégeant ton énergie, tes enfants et tes relations. Bien sûr, il est possible de passer des vacances en famille sans activer ton mode survie. Allez, je t'emmène dans ce replay. Belle écoute à toi. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Comment éviter de tuer sa belle-mère quand on va passer une semaine en vacances avec elle cet été? Donc j'aime beaucoup cette question, j'ai bien rigolé quand je l'ai lue. Donc on entend que passer du temps en famille peut être un avantage certain pour créer du lien avec nos enfants et la belle famille, entre nos enfants, leurs parents et la génération d'avant. Donc on est sur 3 générations. Donc on peut facilement imaginer que les bienfaits, les avantages, les bénéfices de partir en vacances chez les beaux-parents, chez les grands-parents, ce soit de passer du temps de qualité. Mais on sait aussi, et je pense que vous vous accorderez sur cette question, que quand on va dans la belle famille, quand on va chez les grands-parents, il y a parfois un système de valeurs qui s'accroche, un système de valeurs qui se clash. Parce que la belle-mère, parce que la grand-mère n'a pas eu cette vision de l'éducation qu'on a nous-mêmes. En effet, elle a tout son schéma éducatif qu'elle a reçu, elle a tout le schéma éducatif qu'elle a appliqué avec ses enfants à elle, et une fois devenue grand-mère, il se peut qu'elle n'ait pas évolué sur son schéma éducatif de l'époque. Sauf que les normes, les références, les recherches, les neurosciences ont avancé depuis la génération d'avant. Les repères d'éducation ont avancé. Notamment, on prend plus en compte la place de la parole de l'enfant. On essaye d'entendre que ses comportements cachent des besoins insatisfaits. On essaye de décoder que son attitude, ses paroles, ses actions sont liées à sa maturité intellectuelle, émotionnelle. Donc ces recherches-là, nos parents et nos grands-parents ne les avaient pas en possession, ne pouvaient pas les lire, ne pouvaient pas les entendre, ne pouvaient pas en disposer. Donc ils ont élevé leurs enfants comme ils pouvaient. Mais quand nous, on arrive avec nos enfants chez la belle-mère, quand nous, on arrive chez les grands-parents pour l'été, avec peut-être une intention de se détendre, avec peut-être une intention de savourer des temps de qualité en famille, cette intention ne suffit pas à remplir ce que l'autre en face pense de l'éducation, pense de la façon dont on élève nos enfants. Il risque d'y avoir des phrases qui piquent, des critiques, des jugements, des évaluations négatives sur ce qu'on fait comme éducation, sur ce qu'on donne comme règle, sur ce qu'on pose comme limite ou pas. Une grand-mère, une belle-mère
va vous parler depuis sa colline à elle, va vous exprimer ce qu'elle pense de sa vision de l'éducation. Et là, c'est confrontant. En effet, c'est confrontant. J'en parle un peu dans l'épisode 115, c'est que entendre des remarques de ce genre peut nous alimenter une flamme de frustration, d'impuissance, de tristesse, de colère, d'agacement certain parce que ça se répète à chaque vacances ou à chaque séjour. Si la dernière fois que vous avez vu cette belle-mère, c'était à Noël, et qu'à Noël, elle s'est permis de lancer une guirlande de critiques, de jugements et de commentaires négatifs sur votre façon de vous habiller, de nourrir votre fils, ou de le sortir, ou de lui parler, ou d'être trop ferme ou trop laxiste, vous avez peut-être gardé une braise de ce Noël avec la belle-mère. Donc si vous allez en vacances avec cette personne à nouveau, dans 1 mois, dans 2 mois, vous risquez à nouveau de réactiver cette sensation désagréable qu'elle ne vous écoute pas, qu'elle ne vous comprend pas, qu'elle se permet de juger, qu'elle croit avoir raison. Et c'est là où on va pouvoir agir. On ne va pas pouvoir agir sur ce qu'elle dit, on ne va pas pouvoir agir sur ce qu'elle pense, mais on va pouvoir agir sur ce qu'on ressent et ce qu'on se reformule de tous ces messages non sollicités. On l'a abordé un petit peu dans l'épisode 27 sur la communication non violente, sur l'échange entre le message qui est envoyé et le message qui est reçu. De la même façon, ce qu'on fait en séance avec les mamans, c'est de poser un filtre entre le message que j'entends de ma belle-mère, de ma mère, de ma voisine, et ce que je vais en faire. Je peux l'entendre au niveau sensoriel, je peux l'entendre au niveau auditif, mais ne pas le prendre personnellement, ne pas le prendre en considération comme si je devais changer mon comportement à la lueur de cette seule phrase ou critique. Et je peux aussi entendre cette phrase comme un fait. J'entends ton avis, j'entends ta proposition, j'entends ta posture et ta position. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu me racontes, je vais l'implémenter dans ma vie. Je ne vais pas forcément changer d'action, d'avis, de position parce que tu m'as dit ça. Donc ce chemin entre ce que l'autre pense de vous et ce que vous pensez de vous n'est pas incompatible. L'autre peut bien penser tout ce qu'il veut. Et là où ça nous amène en séance individuelle, c'est de voir que on tient quand même à la qualité du lien avec cette personne-là. Si c'est la belle-mère, il y a quand même un lien direct avec votre conjoint, avec votre partenaire de vie, avec votre mari. Donc vous ne pouvez pas lui rentrer dans l'art puisque c'est votre belle-mère. Vous avez quand même un petit peu de patience et de douceur pour pas non plus vexer ou décevoir votre mari. Mais en n'agissant pas, en posant pas de limites face à cette belle-mère, à ses conseils non sollicités, vous risquez à long terme d'être frustré, vous, à l'intérieur de vous, et de ne plus oser vous affirmer parce que vous avez peur de lui rentrer dedans, ou peur de décevoir votre mari si vous lui rentrez dedans. Donc, comment faire pour éviter de tuer sa belle-mère pendant les vacances d'été, qui était la question d'origine, je vous rappelle. Alors, pour ne pas tuer sa belle-mère en vacances d'été, on va s'habiller d'une sorte de filtre d'étanchéité entre ce que la belle-mère dit, énonce, fait, et ce que je crois, pense et veux pour mon enfant, ce que je veux pour mes vacances, ce que je veux pour mon été. Et là, il y a 2 postures possibles, un peu comme les joueurs de foot. On peut jouer en attaque, en arrivant clairement et en disant ce qu'on attend de ses vacances, quelles sont nos limites, quelles sont nos conditions de vie. Est-ce qu'on va clairement expliciter que tel ou tel sujet n'est pas une discussion possible? Donc là, on joue plutôt en offensif, on joue plutôt en attaque dès le début du séjour. On va poser nos conditions pour que ça se passe bien. C'est un peu de la prévention. Ou alors, on y croit encore, on pense qu'elle a pu changer. On a un espoir que ça se passe bien et on attend avec peut-être une vigilance un petit peu craintive, je vais dire, que sa prochaine phrase tombe, que sa prochaine sentence tombe. Et on est moins dans l'action, on est moins dans le proactif. On peut envisager les 2 solutions. J'ai une petite préférence pour la première parce que ça pose le cadre tout de suite. Et un peu comme avec les enfants, une fois qu'on a dit toutes les conditions d'utilisation d'un objet, on n'aura plus qu'à se référer au cadre
et on ne sera pas obligé de répéter toujours la même chose. Alors que si on joue en défense et qu'on attend l'attaque, déjà on ne sait pas à quel moment l'attaque va arriver, donc peut-être qu'à ce moment-là on sera vraiment fatigué et qu'on aura encore moins de patience et de filtre pour renvoyer ce qu'on pense à la belle-mère ou à la grand-mère. Donc c'est l'inconvénient de jouer en défense. Par contre, si jamais, par un alignement des planètes, tout se passait bien pendant la semaine, ça nous évite de la froisser dès le début. Donc il y a des avantages des deux côtés et il y a des inconvénients des deux côtés. Voilà ce petit point-là pour l'illustrer par des exemples. La jeune maman là, qui m'a envoyé ce message-là, elle a eu par exemple comme démonstration que sa belle-mère comptait lui donner de l'alimentation quand elle ne serait pas là, de l'alimentation en douce. Ou elle comptait peut-être lui faire regarder la télé quand les parents ne seront pas là. Donc il y a une sorte de provocation de la part de la belle-mère, de la grand-mère, à ne pas vouloir respecter les règles que la maman a choisies pour son enfant, pour l'éducation de son enfant. Et là, ça pose quand même question sur cette posture de belle-mère et de grand-mère. Qui est-elle pour vouloir changer les valeurs et le cadre que vous avez décidé pour vos enfants? Qu'est-ce que ça vient réveiller pour elle de ne pas être entendue, de ne pas être écoutée, de ne pas être considérée? Et surtout, ce n'est pas votre rôle en tant que maman de soigner les blessures, les braises de belle-maman ou de grand-maman. Donc ces deux options, vous pouvez les panacher comme vous voulez, vous pouvez aussi les adapter au caractère de votre belle-mère ou de la grand-mère. Est-ce qu'en la recadrant un petit peu dès le début du séjour, ça permettrait que tout soit bien explicite et tout soit bien clair? De passer des vacances, on va dire, correctes, même s'il y a des tensions implicites, sous-jacentes, on ne fera pas l'impasse sur des petits non-dits et des petits trucs en douce, parce qu'il y a toujours de l'affectif et de l'émotionnel dans une famille et une belle famille. Mais si vous voulez éviter d'aller au clash, et la maman disait comment on ne tue pas sa belle-mère quand on est en vacances, si vous voulez d'aller au gros clash où vous finiriez par dire vous êtes qu'une conne Marie-Josette, par exemple, si on veut éviter ce phénomène-là cet été, ce serait de voir ce que ça déclenche chez nous. Qu'est-ce que sa remarque, qu'est-ce que sa phrase vient toucher dans mes besoins à moi, dans mes émotions à moi, ou dans mon état physique, psychologique, émotionnel du moment. Si vous êtes complètement épuisé, que vous arrivez en vacances et que vous vous tapez cette phrase de critique de belle-maman, c'est quand même très normal d'être en réaction, en réactivité, parce que vous-même, votre réservoir émotionnel, intellectuel, physique, affectif n'est pas rempli. Donc on ne peut pas rentrer dans l'art de quelqu'un parce que nous-mêmes, on n'a pas pris soin de nos besoins. Je vous parle souvent de ça sur Clubhouse ou dans les épisodes de podcast. Il faut quand même que j'assume que mon état actuel est lié à mes propres décisions passées. Si pendant toute la semaine je continue à m'épuiser, quand j'arriverai en vacances, je serai complètement à plat. Et c'est le cas de beaucoup de mamans, notamment les mamans solo. Les mamans, en ce moment, il y a des préparatifs de valises, d'avions, de trains, de billets, de réservations, de spectacles, d'inscriptions pour la rentrée. C'est une course folle de préparer tout ça. Et la charge mentale est souvent encore attribuée aux mères. Comment ne pas arriver en vacances complètement à sec? C'est compliqué puisqu'elle s'est pris toute la charge mentale du mois de juin. Mais si vous savez à l'avance que vous allez rencontrer la belle-mère ou la grand-mère, ça devient un mode de survie, de garder de l'énergie pour quand vous allez être face à elle. Parce que là, c'est comme si vous mettiez directement des explosifs à côté d'un briquet. Vous ne vous mettez pas en condition de détente et de calme. C'est comme si vous réunissiez des tueurs en série et que, au milieu, vous faites passer le chaperon rouge. À un moment, il faut être lucide. Vous connaissez le comportement et le caractère de votre belle-mère ou de la grand-mère. Ne lui donnez pas du grain à moudre. Ne lui donnez pas des prises sur lesquelles s'appuyer. Arrivez de manière un peu plus apaisée que d'habitude. Arrivez de manière sûre de vous dans vos valeurs, dans votre intention. Et puis, la dernière question qui serait un peu plus amusant, c'est de préparer, et c'est ce que je dirais à la maman qui m'a envoyé ce message, c'est de préparer un bingo. Vous savez, les bingos, quand on s'amuse, je vois souvent ça quand il y a un discours politique à la télé. Vous préparez une grille avec 16 cases et vous vous amusez à remplir tout ce que vous allez entendre pendant cette semaine avec la belle-mère ou la grand-mère. Elle va vous faire une remarque sur le choix de votre maillot de bain. Elle va vous faire une remarque sur
que votre enfant mange trop de sucre. Elle va vous faire des remarques en disant « Oh, la télé, c'est pas si grave ». Elle va vous faire des remarques sur oui, quand même, ton mari, il t'aide quand même beaucoup, tu devrais pas te plaindre ». Les horreurs que vous allez entendre, vous pouvez déjà les anticiper parce que vous avez observé son fonctionnement. Et je vais le dire franchement, hein, il y a des générations précédentes qui sont aigries parce qu'elles ne se sont pas mises en priorité. Elles ont favorisé le bien-être de leur mari, de leur patron, de leurs enfants, et elles arrivent aigries à l'âge de la retraite, elles arrivent aigries au moment de devenir grand-mère. Ce n'est pas le cas de tout le monde, heureusement, mais certaines belles-mères, certaines grand-mères sont plutôt dans la méchanceté, sont plutôt, pour les anciens, vous avez peut-être vu le film Tati Daniel, à chercher toujours ce qui ne va pas, à chercher toujours ce qu'on n'a pas forcément envie de mettre sur la place publique, mais elle l'a remarqué, donc elle va le dire à tout le monde. Et c'est son mode de fonctionnement, elle pense que c'est une manière de s'exprimer, je pense que c'est plutôt une manière d'exprimer une souffrance qu'un mode d'expression. Donc sur leur rayure d'expression, c'est malheureusement un choix stratégique et maladroit d'exprimer de la douleur et de la souffrance et de la solitude ou un manque de soutien. Donc vous ferez le lien avec le passé de cette belle-mère ou le passé de cette grand-mère pour voir si ça colle ou non à ce descriptif un peu rapide. Mais les remarques négatives qu'elle vous fait, l'intention n'est pas forcément de vous blesser. L'intention, c'est d'être elle-même considérée comme ayant eu une expérience de mère, comme ayant vécu des choses proches de vous dans le contexte, mais pas dans l'implication. Parce qu'on a tous changé des couches, on a tous donné à manger à nos enfants. Mais ce qu'elle se racontait à l'époque où elle a changé les couches et donné à manger n'est pas ce que toi tu te racontes. La société a beaucoup évolué. Donc ce qu'elle pense maintenant, elle a raison de le penser, mais vous n'êtes pas là pour argumenter, vous n'êtes pas là pour la convaincre. Vous êtes là juste pour valider son opinion et pour dire « Ah, intéressant Lucette, merci ». Point. Et on n'alimente pas, on ne cherche pas à convaincre. C'est vraiment un principe de communication non violente que j'ai appliqué dès que j'ai été formée là-dessus. C'est que la personne qui arrive en disant « j'ai raison », on va lui laisser penser qu'elle a raison parce que ma détente et mon envie d'être heureuse, mon envie de sérénité et d'harmonie et de paix est plus important que de lui faire entendre que son argument est complètement bidon et foireux. Je ne suis pas là pour apprendre à Marie-Josette que sa vision de l'éducation est destructive, que sa vision de l'éducation a eu des conséquences malheureuses. Si Marie-Lucette vous dit qu'une bonne claque, ça n'a fait de mal à personne, vous pourriez lui sortir des articles par centaines pour lui expliquer les traumatismes des enfants qui ont été claqués, battus, humiliés, violentés pendant leur enfance. Mais elle n'est pas en capacité de vous entendre. Elle ne peut pas entendre ça. Ce n'est plus sa priorité. Elle veut juste qu'on voit que son expérience, que son expertise a eu de la valeur à un moment. Eh bien, on va la créditer en disant « Ah oui, c'est vrai que vous avez passé beaucoup d'implications avec vos enfants. » Et là, c'est peut-être dur de ne pas être sarcastique et d'avoir le ton approprié pour qu'elle n'imagine pas que vous vous foutez de sa gueule. Suivant la durée du séjour, si vous restez que 3 jours, il n'y a peut-être pas besoin de poser les règles dès le début. Mais si vous allez y rester 10 jours ou 2 semaines, je serai quand même plutôt sur l'optique de poser ce que j'attends de ces 10 jours, de ces 2 semaines, pour que les coins, les lieux, l'intimité de chacun soient gardés, soient sauvés. Parce qu'on est quand même là en vacances. Hein, c'est pas le cirque à la romaine, là, où on vient s'affronter dans l'arène. Et elle, peut-être que ça l'occupe de se disputer. Ça peut être une activité qui nourrit un de ses besoins à elle. Parce qu'elle se sent importante quand elle débat, quand elle argumente. Elle a envie de s'exprimer, elle a envie d'être entendue. Et ça, je ne vais pas minimiser que ses rayures et que ses besoins sont en train de clignoter pour elle. Mais vous, est-ce que vous êtes venu en vacances pour réparer les braises de belle-maman ou de grand-maman? Vraiment pas. Vous n'êtes pas thérapeute de belle-maman ou de grand-maman. Donc vous pouvez m'envoyer votre belle-mère ou votre grand-mère si vous voulez, je m'occuperai d'elle. Je lui ferai prendre conscience de sa cheminée des émotions et de ses arcs-en-ciel de besoins et des 2 collines où elle n'a pas à croire que ce qu'elle pense de vous est la réalité et inversement. Donc je peux travailler avec elle si vous voulez. Mais vous, votre protection
votre survie et votre détente pendant cet été passe par qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je préfère être bien et me sentir bien? Auquel cas, je ne vais pas lui laisser prise et je ne vais pas lui laisser entendre que ce qu'elle dit va changer mon mode de faire. Ni en provoque, ni en surenchère, ni en contre-argumentation. Vous allez reformuler ce qu'elle dit, vous allez essayer de ne pas mettre un ton offensif ou contradictoire ou méprisant. C'est difficile, hein. Je sais très bien que c'est difficile et quand c'est notre propre famille, ça peut être encore plus difficile de se détacher émotionnellement pour avoir une conséquence encore plus supérieure qui est la paix pendant le séjour. Il y a une dernière voie que je n'ai pas abordée mais que je vais quand même glisser là. C'est que pendant les vacances, quand on est plusieurs dans la maison, ça peut être le moment de déléguer. Ça peut être le moment où justement belle-maman et grand-maman, qui veulent une connexion avec le petit-fils, qui veulent une connexion avec votre fille, eh bien c'est le bon moment de les laisser ensemble et dire justement j'ai repéré un petit magasin, là je vais aller faire un tour. Laissez-les construire leur relation entre eux. Si, bien sûr, vous la croyez capable de s'occuper de votre enfant quand même. Il faut que la sécurité affective et émotionnelle de votre enfant ne soit pas mise en cause. Mais laissez-les créer ce lien parce que elle va être tellement contente de montrer son expérience. Votre enfant, ça lui crée de l'altérité. Dans le sens où, oui, grand-maman ou belle-maman ne fait pas comme maman, ne fait pas comme papa. Et donc, ça ouvre son champ des possibles. Ça ouvre son éventail de connaissances et de stratégies pour plus tard. Il aura des points d'accroche et de référence différents. Et pour un enfant, c'est hyper important de lui faire comprendre que tout le monde ne pense pas pareil, que tout le monde ne fait pas pareil. Si ça vous inquiète au niveau de la cohérence, parce que c'est des objections que j'avais parfois en classe, dites-vous que l'enfant, il sait très bien que les règles pendant les vacances peuvent être ajustées, évoluées en fonction de chez qui on va, de l'hôtel où on va, du camping où on va. Il y a des règles qui sont aménagées. Donc si ça vous inquiète au niveau de la cohérence, vous pouvez dire en arrivant dans le séjour à votre enfant, écoute chérie, chez Marie-Lucette, tu sais qu'on ne mange pas toujours la même chose qu'à la maison, on n'a pas la même utilisation de la télé, on fait peut-être moins de sport. Eh bien, pendant les vacances, c'est différent. Pendant les vacances, avec Marie-Lucette, on ne fait pas toujours les mêmes choses qu'à la maison. Donc si ce côté incohérence entre les règles de la belle famille, les règles des grands-mères vous inquiète, vous pouvez aussi parler à votre enfant avant le départ, avant le séjour, en lui disant « Tu vas peut-être être surprise des fois que je ne réagisse pas devant belle-maman, devant grand-maman, parce que moi aussi je suis en vacances et que je ne suis pas obligée d'être là pour avoir raison, pour poser toutes mes convictions, pour expliciter toutes mes valeurs. » Si vous aimez ça, si vous aimez débattre, si vous aimez argumenter, allez-y. Mais si vous considérez que les vacances, c'est un point de relâchement, un point de ressourcement, un point de nouveauté et un point de on fait différemment de l'année, peut-être que vous pouvez lâcher les armes provisoirement sur ce qui n'est pas urgent et ce qui n'est pas essentiel et laisser croire belle-maman ou laisser croire la grand-mère qu'elle a raison. Qu'en pensez-vous? On ne pourra pas du tout intervenir sur ce que la grand-mère ou la belle-mère va faire. On n'a pas la main là-dessus. On n'a que la main sur ce qu'on va ressentir quand elle va nous envoyer ces pics-là. Et elle aura peut-être même pas vu que c'était maladroit, que c'était mal tourné. Peut-être qu'elle n'est même pas consciente de ça, en fait. Les filtres des gens, on ne les maîtrise pas non plus. Mais qu'est-ce que j'attends de mes vacances? Qu'est-ce que je voudrais vivre pendant ces vacances? Je peux déjà me le proposer avant que les vacances commencent. C'est un exercice que j'ai proposé hier soir quand on parlait du couple en masterclass, de proposer aux mamans là, qui sont dans des disputes, dans des tensions avec leur partenaire de vie, de revisualiser qu'est-ce que j'aimerais vivre avec mon partenaire. Qu'est-ce que j'aimerais recréer comme relation? Oui, on s'engueule, oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que je voudrais à partir de maintenant? Et si on commençait demain à envisager que l'été va bien se passer, que le séjour avec la belle-mère, il y aura des hauts et des bas, mais qu'est-ce que je veux vivre de bien? Donc se visualiser un été cool, un été en détente, un été pas idéal, pas parfait, parce qu'il y aura des moments où on va s'énerver, Notre cheminée, elle va agir en continu, mais choisir les flammes qu'on veut ressentir au fur et à mesure de notre été. Quelqu'un qui te juge parle de lui, quelqu'un qui te juge a une référence vis-à-vis de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, qui pour lui semble clair, et il ne comprend pas que tu oses agir autrement.
Donc, la question de comment on répond à quelqu'un qui te juge. Imaginons que vous vous promenez dans la rue, que vous êtes en jupe et que vous tombez sur des mecs qui vous disent « Oh, la salope !» Vous savez bien que ça ne remet pas en cause vos valeurs parce que vous passez devant des mecs qui ne sont pas aboutis, qui ne sont pas finis, et que vous avez décidé de mettre une jupe. Vous n'avez pas mis une jupe pour entendre le commentaire de ces hommes-là dans la rue. Vous avez mis une jupe parce que ça nourrit un besoin de confort, de détente, de puissance personnelle. Vous savez pourquoi vous avez mis cette jupe. C'est toujours le même processus qu'on va mettre en place. Si je sais pourquoi je fais ça, si je sais quel besoin ça nourrit, si je sais que cette action me mène vers des flammes agréables dans ma cheminée des émotions, si je sais que ça ne nuit à personne, alors tout ce que les gens pensent de tout le reste, je m'en fous. Je suis alignée avec ce que je crois bon pour moi, ça ne nuit pas à quelqu'un, ça ne biaise pas les conséquences négatives sur mon enfant. Si ça dérange quelqu'un autour de moi, c'est son problème. Je ne vous dis pas de mettre de la musique ce soir jusqu'à 4 heures du matin au volume 22. Je vous dis juste, quelqu'un te juge. Est-ce que ça parle de moi? Est-ce que ça parle de lui? Est-ce que je peux entendre qu'il est dérangé parce que mon comportement ne coche pas les cases de ses valeurs à lui? Oui, je peux tout à fait le comprendre. Et ça, je peux lui reformuler. Je peux lui dire « Ah, tu trouves que ma jupe te donne envie de me considérer comme un objet peut-être? C'est un choix. Tu crois qu'une jupe, ça apporte un commentaire. » Je voyais sur LinkedIn une jeune femme là, qui disait qu'elle avait fait une visio ce matin avec un débardeur, donc on voyait les tatouages sur ses bras. Et pendant la visio, les personnes n'arrivaient pas à se concentrer sur ce qu'elle disait, étaient focus sur ses tatouages sur ses bras. Comme si on ne pouvait pas parler, travailler, s'exprimer sans appeler un commentaire sur notre apparence physique. Et c'est particulièrement un truc de femme. Donc je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui écoutent les replays et qui écoutent les épisodes. Demandez-vous si, quand quelqu'un vous juge, c'est lié à l'habitude séculaire patriarcale de croire qu'on peut donner son avis sur les femmes qui sont autour de nous. Qui a décidé qu'on pouvait constamment donner son avis sur ce qu'on pense de la tenue de telle femme, de la façon d'éduquer de telle femme, de la manière de parler de telle autre? J'ai une copine qui adore jurer, dire des gros mots. Mais c'est sa façon d'être. Elle aime jurer, elle aime dire des gros mots. Quand je suis à côté d'elle, ça me met parfois mal à l'aise. Parce que je me dis que dans la société, par exemple au cinéma, ça me gêne, moi, par rapport à mon film, par rapport à ma grille de référence. Mais je ne vais pas lui dire « Écoute, tu peux arrêter de jurer quand je suis à côté de toi, ça me gêne. » Je vais aller chercher ce que ça vient trouver en moi, ce que ça vient déclencher en moi. Parce que je trouve que dans le domaine public, certaines insultes ne sont pas appropriées. Donc ça me mène vers mon besoin de justesse. Et une fois que j'ai touché mon besoin de justesse, je vois que le comportement de mon amie, quand elle dit un gros mot à une petite vieille au cinéma qui fait trop de bruit, moi, ça ne vient pas toucher de la justesse. Et elle, ça touche d'autres besoins pour elle, de liberté, d'autonomie, d'expression d'elle. Et je respecte toujours ça. Et c'est ce que je fais avec les mamans que j'accompagne. Je ne comprends pas toujours le sens du comportement qu'elles ont. Par contre, je sais que tous les comportements qu'elles ont un sens en fonction de ce qu'elles connaissent de leurs besoins et de leurs émotions. Et c'est là où l'enquête commence. Et c'est là où c'est tellement intéressant. Moi, je n'aurais peut-être jamais eu ce comportement ou cette action-là, parce que ma chaîne de pensée, ma chaîne de réaction, ma chaîne de besoins et de flammes est différente de la tienne, est différente de la sienne, est différente des 14 prochaines clientes que j'aurai. Et tant mieux. C'est ce qui fait que mon métier est si passionnant. C'est que mes outils vont s'adapter à tes actions, mais au début, je ne sais pas encore pourquoi tu les as faites. Je ne sais pas encore ce que ça t'a fait ressentir. Et c'est ça qu'on va creuser ensemble. Donc la personne qui te juge aujourd'hui, demain, pendant tes vacances, sur la plage, au magasin, elle a besoin d'exprimer que sa vision du monde est différente de la tienne. Sinon, elle aurait fermé sa bouche. Donc qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut peut-être un peu d'attention. Elle veut peut-être se rassurer en croyant que ce qu'elle fait est mieux que ce que tu fais toi. C'est deux pistes, c'est deux hypothèses, ça dépend tellement de la personne qui va te juger. Et peut-être qu'elle est inquiète parce qu'elle ne fait pas comme toi et elle se demande si elle ne devrait pas reconsidérer la question. Donc comment lui répondre? Pareil que tout à l'heure, on peut avoir un mode offensif
en disant « Je ne crois pas t'avoir demandé ton avis ». Hop, on pose ça, c'est offensif, ça lui plaît ou ça lui plaît pas, peut-être qu'il y a une surenchère. Donc si vous voulez avoir la paix, c'est peut-être pas la solution que je vous propose. Quelqu'un vous juge, comment répondre? Vous pouvez faire un sourire en disant « C'est intéressant de savoir ce que tu penses ». Essayez de ne pas mettre le sarcasme, un peu comme tout à l'heure. Ou alors, comment lui répondre? Vous pouvez lui poser une question à votre tour. Vous pouvez faire une hypothèse, c'est ce qu'on fait en exercice de communication non violente. On pourrait dire « Est-ce que ça t'inquiète que j'élève mon enfant différemment de ta vision de l'éducation ?» Et ça crée peut-être une opportunité de discussion. Mais est-ce que vous avez envie de discuter avec cette personne ou pas? Vraiment, quand quelqu'un vous juge, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez avoir raison? Vous voulez avoir la paix? Vous voulez comprendre pourquoi il vous dit ça? Ou vous voulez juste passer à autre chose et prioriser vos actions à vous? Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Donc les deux premières questions là qu'on a abordées, comment éviter de tuer sa grand-mère, sa belle-mère ou toute personne de la famille qui va nous insupporter pendant les vacances d'été, et comment répondre à quelqu'un qui te juge, on va aller sur les mêmes pistes que je vous propose habituellement. Que vient chercher cette phrase en moi que je n'avais pas encore identifié comme un besoin et une valeur haute dans ma vie personnelle et que l'autre en face ne comprend pas, ne connaît pas ou n'a pas en référentiel pour elle. Et une fois que j'ai trouvé ça, je vais pouvoir l'exprimer à l'autre en disant « Ce choix, je l'ai décidé parce que… » Je peux lui proposer une explication. C'est pas me justifier et dire que j'ai raison, c'est je peux lui proposer une explication. S'il n'est pas d'accord, il saura bien vous le faire dire. Les personnes qui vont nous juger cet été sur notre apparence, sur notre façon d'élever nos enfants, sur notre façon d'oser nous reposer alors qu'il y a la vaisselle à faire. Oh là là, bah oui, il y a la vaisselle à faire. Très bien. Et donc, la personne qui te juge que tu n'as pas encore fait la vaisselle, la personne qui te juge que tu devrais quand même pas mettre ce maillot de bain 2 pièces parce qu'on voit tout ta chair qui déborde, c'est vraiment par rapport à sa référence de ce qui est bien et de ce qui est mal. On ne pourra pas le changer pour lui, on ne pourra pas le changer pour elle, à moins que vous ayez envie de vous lancer dans cette thérapie de l'autre que je ne vous conseille pas forcément, mais allez voir ce que ça touche chez vous. Est-ce qu'il a touché un point sensible chez vous d'acceptation de vous? Parce que aiguillonner une femme sur son physique, des fois ça va chercher à l'estime de soi, sur la rayure d'identité, sur la rayure jaune. Ça peut picoter si on a déjà du mal à s'accepter nous-mêmes. Donc peut-être qu'il réveille cette envie de confiance en soi, d'estime de soi, qu'on n'a pas complètement réussi à mettre au niveau 9 ou 10, parce qu'on est encore en train de tâtonner sur comment avoir plus d'estime de soi, comment avoir plus de confiance en soi. Et cette petite phrase qui vient de l'autre nous montre en miroir ce qu'on ne s'était pas encore accordé à nous. Ça vient toucher là où ça fait mal. Je prends l'exemple du maillot de bain, mais ça peut être tellement d'autres exemples. Genre quoi, tu le prends dès qu'il pleure, ton enfant? Tu devrais pas, tu vas en faire un enfant roi, patati patata. Ça reste des critiques et des jugements et des avis qui semblent logiques pour la personne en face, mais qui pour vous ne sont pas votre priorité, parce que vous avez déjà décidé de quelque chose. Si moi-même je doute, je vais laisser de la prise à l'autre pour continuer à croire que son avis serait le bon par rapport au mien. Donc si la phrase de l'autre qui vient de te juger, te critiquer ou t'évaluer, elle trouve une résonance en toi parce que justement tu n'étais pas bien sûr de faire la bonne chose avec l'alimentation de ton petit ou de faire la bonne chose avec l'autorité de ton ado, en effet, il va venir secouer un peu le socle sur lequel tu doutais. Et là, il va y avoir peut-être deux postures différentes à nouveau. C'est est-ce que j'assume que cette question, tu ne l'as pas encore complètement réglée de ton côté? Ou est-ce que, dans les apparences, tu vas dire à l'autre, raconte-moi pourquoi tu penses ça. Comme ça, tu collectes des arguments sur sa façon de penser. Ça te permettra de faire tes 2 colonnes tranquillement plus tard en disant ok, lui il a donné tel et tel argument, ça me va pas, ça me convient pas, ça colle pas à ma vie, à ma logistique, à mon mari, à mon mariage, à l'âge de mon enfant. Tu pourras trier plus tard. Mais si tu lui dis ah bon, t'es sûr? Eh ben là, il peut s'engouffrer. Il peut s'engouffrer dans le doute que toi, c'est peut-être un sujet nouveau pour toi, c'est peut-être un sujet sensible, c'est peut-être un sujet que tu n'as pas eu le temps d'approfondir parce qu'on est débordé dans nos vies quotidiennes. Et l'autre peut le sentir. Donc ce serait peut-être le petit point de vigilance à rajouter. Quand l'autre te juge, est-ce qu'il a cru qu'il était expert dans cette question au point de vouloir te faire douter?
Là, vous allez transférer sur le fait que tout ce que vous avez décidé précédemment est au service de ce que vous allez vivre prochainement. Ça vous fait une expérience pour la suite. La personne en face ne sait pas par quoi vous êtes passé, ne sait pas ce que vous avez déjà testé. Elle vous balance cette phrase à l'instant T, elle n'a pas du tout l'historique de ce que vous avez déjà essayé. Mais sa simple phrase pourrait vous remettre dans le doute, vous fragiliser. Pourquoi pas? Ça dépend vraiment de votre état d'esprit du moment. Je renvoie bien sûr à La langue girafe et chacal de Marshall Rosenberg. Je vous ai pingé l'épisode 107 qui parle de ça et l'épisode 27 qui présentait les principes. Bonne semaine! À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.